Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue d'être là. Donc, je tiens avant tout à souhaiter la bienvenue à M. Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République française pour la protection de la planète, pour sa présence qui nous honore, et souhaiter également la bienvenue aux invités qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de passer la parole à M. Hulot, qui a un agenda très chargé, et je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je tiens à dire quelques mots du parcours aussi riche et extraordinaire de cet homme d'exception, que vous connaissez tous, né à Lille. M. Nicolas Hulot est un journaliste à l'autorité reconnue du grand public, et également producteur d'émissions télévisées, dont l'émission Ushuaïa, qui fait rêver beaucoup d'enfants et adultes, diffusée dans 35 pays, mais aussi écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, comme Combien de catastrophes avant d'agir, ou encore Pour un pacte écologique. Il est en particulier une référence pour ses reportages sur la planète, à travers lesquels il partage avec les téléspectateurs ses aventures dans la nature et dans lesquels il relève certains défis extraordinaires, comme atteindre le pôle Nord géographique, avec le premier aéronef. Grâce à sa carrière de 30 années dédiée à parcourir la planète, M. Hulot est un témoin privilégié de l'état de notre planète. Ces voyages au plus près de la nature ont permis de montrer au public l'ampleur de la dégradation de la planète et de réveiller les consciences. Les images rapportées de ces multiples voyages, d'une réalité frappante, ont fait l'objet de son film « Le syndrome du Titanic » en 2009 et qui a suscité un vif débat. Fort de ce constat sur l'état de notre planète, M. Hulot s'est engagé dès 1990 en créant la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, devenue une ONG environnementale incontournable, dont l'objectif est d'informer le public de l'état écologique de la planète et de convaincre de la nécessité de changer les comportements des citoyens et leur rapport à la nature et à l'environnement. La Fondation a lancé en 2005 le défi pour la Terre, qui remportera l'adhésion de plus de 850 000 personnes. À travers sa fondation et fort de soutien de près de plusieurs millions de personnes, il propose au candidat à l'élection présidentielle française en 2007 un pacte écologique qui a notamment permis de placer l'environnement au cœur de la campagne présidentielle. Personnalité connue de tous les Français et à la renommée internationale, M. Hulot est nommé par M. François Hollande en décembre 2012 en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Cette mission d'influence consiste en 3 objectifs confiés à M. Hulot par le président de la République française: mobiliser la communauté internationale, promouvoir de par le monde les propositions de la France en matière d'écologie, agir avec les sociétés civiles du Nord comme au Sud pour favoriser les politiques de développement durable. Totalement bénévole et transversale, cette mission auprès de la présidente de la République porte sur l'ensemble des questions relatives au développement durable, au changement climatique, à la biodiversité, à la lutte contre la désertification. Elle vise à décloisonner la réflexion mondiale sur ces sujets, à traiter de la question des conditions et des modalités d'une transition vers un modèle qui soit plus sobre en ressources naturelles et en carbone. Enfin, connaisseur du monde et des enjeux liés à l'environnement, M. Hulot nous fait le grand honneur aujourd'hui de donner une conférence à l'Université internationale de Rabat sur le thème essentiel de la conférence de Paris sur le climat, quel enjeu pour l'avenir de notre planète, qui sera suivi d'un échange avec la salle, qui sera malheureusement bref parce qu'il a un agenda, je disais tout à l'heure, très chargé. À présent, sans tarder, je vais passer la parole à M. Hulot et je vous souhaite encore la bienvenue dans notre jeune université. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet accueil. Merci de votre présence. Simplement vous dire que j'aurais dû être dans ces locaux il y a de cela quelques mois. Pour des raisons qui nous ont échappé à l'un et à l'autre, cette rencontre a été reportée quelque part. Je dirais qu'elle tombe à point nommé parce qu'elle tombe la veille de la contribution de votre pays à son propre engagement climatique que nous allons découvrir demain. Ce qui est un moment très important parce qu'un pays qui a des émissions faibles de gaz à effet de serre a sa propre contribution et quelque part demain donnera un signal excessivement positif au reste du monde. Cette rencontre est à un moment où le Maroc lui-même s'est porté candidat pour accueillir la conférence climat l'an prochain, donc pour prendre le relais de la France. Et donc tout cela vient aussi après la rencontre de haut niveau qu'il y a eu
à Paris. Donc je dirais que le contexte est non seulement favorable, mais particulièrement cohérent. Merci de la brève visite que nous avons faite de l'université qui m'a permis de voir que non seulement vous étiez inscrit dans les mots, la réflexion et l'éducation dans cette démarche, mais que vous l'êtes également dans les faits, puisque visiblement cette université est également un laboratoire. Les mots ont de l'importance. Ils ont l'importance parce que parfois ils peuvent donner une perception tronquée des enjeux, et moi-même il m'arrive parfois d'utiliser des mots peut-être pas forcément à bon escient, ne serait-ce que l'intitulé de ma propre mission. Je suis envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, ce qui fait beaucoup sourire ma femme d'ailleurs, qui pense que j'ai évidemment un ego et une ambition démesurée. Oui, mon engagement, qui ne date pas d'aujourd'hui, dans un premier temps, était plutôt tourné vers la protection de l'environnement. Mais d'une démarche qui pouvait être justement une démarche environnementaliste, je me suis retrouvé, sans même m'en apercevoir, probablement dans l'engagement qui est le plus humaniste qu'il soit. Et c'est important de le dire parce que la planète peut probablement se passer de l'humanité, mais l'humanité ne peut pas se passer de la planète. Et je dis ça parce que c'est important que nous ne trompions pas de cible, de mots. Ce qui nous réunit ici, ce qui réunit nos deux pays, c'est bien ni plus ni moins, et les mots doivent avoir un sens, et je les pèse, les conditions d'existence de l'humanité, des enfants qui sont déjà dans les cours d'école, ici à Rabat, là-bas à Paris, à Manille, au Bangladesh, ou que sais-je encore, en Amérique du Sud. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, que les géologues viennent de nous préciser. Ils nous disent que nous serions, un peu brutalement, rentrés dans une nouvelle ère géologique que l'on appelle l'Anthropocène. Ce qui signifie que l'évolution aurait cessé d'être purement biologique pour devenir socio-culturel. L'homme serait devenu son propre facteur d'évolution. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'humanité. Alors la question est de savoir si on doit s'en réjouir ou s'en affliger. Un philosophe français disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. » Moi, je ne veux pas me résoudre à cette interprétation, je veux au contraire la combattre. Parce qu'un autre philosophe britannique disait « L'avenir de l'humanité est incertain parce qu'il dépend d'elle. » Et donc, ça veut simplement dire qu'à l'instant où nous parlons, nous avons encore les cartes et les clés en main. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que nous n'aurons pas éternellement ces cartes et ces leviers en main. Et dit autrement, la fenêtre d'opportunité entre ce que nous pouvons faire ou ce que nous devrons subir se réduit de jour en jour, tant nous avons ajourné la métamorphose, la mutation, ou la traduction concrète d'une prise de conscience qui a mis du temps à s'établir, mais qui s'éternise, et qui parfois même se donne un effet pervers parce que cette prise de conscience qui se traduit dans l'élocution, dans les discours, dans les propos, peut dissimuler l'inaction ou une forme de résignation. Nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de nos sociétés, un moment particulier où notre siècle doit prendre en charge toutes les conséquences positives, mais également les effets non prévus des siècles qui nous ont précédés. Dit autrement, notre intelligence est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. Et donc, c'est un moment critique, parce que nous devons combiner deux échelles de temps, j'allais dire presque trois échelles de temps. D'abord, on doit prendre en charge les conséquences des 150 dernières années qui nous ont précédés. Conséquences parfois étonnantes, stupéfiantes,
l'homme a changé d'échelle, en tout cas dans certaines régions du monde, dopé notamment par l'utilisation massive et sans limite des énergies fossiles. L'homme a même externalisé son cerveau avec l'arrivée de l'informatique ou des ordinateurs, ce qui fait que sa capacité de production comme sa capacité de consommation a été décuplée. Nous sommes de plus en plus nombreux, nous pesons de plus en plus lourd sur la planète, donc dette écologique, dette démographique. Et nous avons à les prendre en charge au XXIe siècle, tout en essayant, pour les responsables politiques notamment, de répondre aux sollicitations légitimes, exigeantes, compréhensibles de nos concitoyens qui s'expriment avec une immédiateté, une pression, une tension, dans un monde qui va vite, par des canaux d'expression qui concentrent les demandes de satisfaction des intérêts particuliers de chaque catégorie de la société. Donc le présent est dans une densité absolue, empêche parfois d'ailleurs cette mise en perspective, et en même temps, pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés, il y a un invité surprise qui n'était pas jusqu'à présent dans nos écrans radars, qui est le futur. Et pour la première fois, selon ce que nous allons décider, nous pouvons sacrifier l'avenir au présent. Et donc il nous faut raisonner avec 3 échelles de temps, et ça rend évidemment, notamment l'action publique, particulièrement délicate ou complexe, parce que je dis souvent que selon que vous chaussez des lunettes pour voir de près, il y a des décisions qui s'imposent. Si vous mettez une paire de lunettes pour voir de loin, ce sont d'autres décisions qui s'imposent. Quand vous mettez les deux sur le bout du nez, vous y voyez flou et vous ne savez plus quelle décision vous devez prendre. Et nous sommes effectivement dans un carrefour de complexité. L'enjeu climatique, on peut le voir sous 2 angles. On peut le voir comme quelque chose de particulièrement effrayant, et l'avenir n'est désespérant que si justement nous laissons le temps décider à notre place. Et cette tentation, on peut y succomber. Ça s'appelle le fatalisme, ça s'appelle la résignation, ça s'appelle la reddition. Et nous sommes d'ailleurs sur un fil du rasoir où nous pouvons basculer vers cette forme de résignation avec les conséquences que j'évoquerai tout à l'heure, ou au contraire, si nous actons cette contrainte, nous pouvons transformer cette contrainte en extraordinaire opportunité, d'ores et déjà pour une seule et bonne raison, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la communauté internationale qu'il y a un enjeu qui vaut pour tous les continents, toutes les cultures, tous les statuts géographiques, religieux, économiques, et qu'ici il est appréhendé tel quel, c'est-à-dire comme un enjeu universel, peut donner pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés une occasion de mettre de côté un certain nombre de contentieux ou de fausses divisions pour nous retrouver non pas sur ce qui nous ressemble, comme nous avons tendance à fonctionner jusqu'à présent, mais nous retrouver et nous unir sur ce qui nous rassemble. Et qu'est-ce qui nous rassemble? C'est une communauté de destin. Et que pour la première fois, nous avons l'occasion de penser la planète comme un espace de solidarité. Pour la première fois, nous devons penser avec une vision universelle. Je ne dis pas que nous y sommes encore. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui fait le plus défaut, c'est notre difficulté à penser universel. À penser que chacun pourra éventuellement tirer son épingle du jeu différemment. Chacun se pense parfois plus intelligent que l'autre. Chacun pense, à tort ou à raison souvent, que sa responsabilité est moins engagée. Chacun pense que l'issue d'une conférence comme Paris n'est pas la même pour tout le monde. Dit autrement, chacun n'a pas encore compris qu'à Paris ou à Rabat, à Marrakech, pardon, l'année prochaine, nous serons tous gagnants ou tous perdants.
Et donc cette communauté de destin, je l'espère, je le souhaite, et c'est la raison pour laquelle je suis tant engagé depuis longtemps, est peut-être une occasion inespérée pour nous voir tels que nous sommes. Je ne veux pas dire pour nier nos responsabilités les uns et les autres. Ça n'est pas une raison pour occulter l'histoire, mais de nous voir comme une seule et même famille. Une famille humaine, qui là est au pied du mur. Parce que nous sommes à un carrefour sublime, où nous allons décider des conditions d'existence de nos propres enfants. Et donc c'est bien à ce niveau qu'il faut placer les enjeux. Il faut bien comprendre que ce qui se trame en ce moment, ça n'est pas un sujet parmi d'autres. Ce n'est pas un sujet optionnel, comme certains continuent de le penser. C'est un sujet qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes profondément attachés, quelles que soient nos cultures, nos histoires, qui conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux, qui met en cause toutes les valeurs pour lesquelles ceux qui nous ont précédés se sont battus. Et c'est un sujet, je dirais, majeur, qui ne pourra pas simplement se traiter uniquement avec une approche d'expertise technologique, économique, juridique, institutionnelle. Oui, nous aurons besoin, et je pourrais l'évoquer tout à l'heure, d'outils très précis, qui au passage existent déjà. Encore faut-il qu'on les agrège et qu'on leur donne une puissance d'expression et de feu autre pour que l'exception devienne la norme demain. Mais c'est un enjeu qui nous obligera probablement, et j'espère que nous ne ferons pas l'économie de cet exercice, à nous reconsidérer, à nous replacer, à nous resituer, à nous relier. Parce que il ne vous aura pas échappé que, au fil du temps, en tout cas ça vaut pour certaines régions du monde, et notamment la mienne, l'homme s'est désolidarisé, il s'est délié, probablement un peu aveuglé par l'hypertrophie de la technologie, qui a servi de filtre avec le réel. L'homme pense souvent que son intelligence est conditionnée à sa capacité à se libérer de la nature. Que plus il se libère de la nature, plus il est brillant. Ce qui est à mon sens, parce que plus il se libère de la nature, plus il devient vulnérable à chaque instant. Et en plus, c'est une erreur, puisque l'homme est la nature. Il est la partie consciente de la nature. Et il a donc un double privilège. Il fait partie de la nature, il fait partie du vivant. Ce qui est un privilège, pourquoi? Parce que contrairement à ce que l'on a pensé dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un début de commencement, de traces, d'expression de vie ailleurs que sur notre petite tête d'épingle. Et donc nous faisons partie de cette exception et nous sommes la partie consciente de l'exception. Et on est en droit de se poser qu'avons-nous fait de ce double privilège? Si on considère, et je ne fais pas ici, je ne soutiens pas une thèse plutôt qu'une autre, mais que l'évolution est un mécanisme de compétition, ah oui, on peut être fier de nous. On peut être fier de nous parce qu'on est en situation d'avoir éliminé ou quasiment éliminé tout ce qui nous a précédés sur Terre. Enfin, ce n'est pas un indice de civilisation. Et donc c'est important que l'homme se relie. Se relie d'abord au passé. Nous avons hérité d'un patrimoine naturel, d'un patrimoine culturel dont nous ferions bien auquel nous ferions bien de nous relier. Mais l'homme s'est aussi désolidarisé du vivant parce que nous pensons pouvoir détacher notre branche de l'arbre de la création et faire cavalier seul, ce qui est probablement la pire des vanités. Et puis l'homme est en train de se désolidariser du futur, puisque selon notre intelligence, qui s'exprimera, je l'espère, à Paris, collective, nous pouvons nous désolidariser du futur. Et donc on voit bien qu'on est à un moment important où l'homme doit acter, non pas pour s'en humilier, mais au contraire pour s'en grandir, qu'il n'est qu'un homme. Vous savez, Jean Rostand disait « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. » Redevenons humains. Actons que nous devons ériger nos propres limites
non pas pour des raisons forcément morales ou éthiques, mais parce que les lois humaines ne peuvent pas s'extraire des lois de la nature, qui sont là aussi des lois physiques. Nous vivons dans un monde limité. D'ailleurs, quand on me dit comment définissez-vous l'écologie, je dis que c'est la prise en compte de la finitude du monde. Et nous vivons dans un monde fini. Et l'homme doit acter ses limites. D'autant que quand vous regardez un peu le passé, et que vous essayez de trouver le petit dénominateur commun de toutes les grandes civilisations qui, au fil du temps, pour finir, ont achoppé, c'est souvent leur incapacité à acter la finitude de leur propre territoire. Quand je m'adresse aux responsables des îles océaniennes que je rencontre régulièrement pour entendre à juste titre leur inquiétude sur l'avenir de leur territoire, qui seront les premiers condamnés par la montée des eaux, je leur dis, vous savez, vous avez une perception de la finitude de votre territoire puisque vous en voyez les limites. Nous, ce qui nous fait défaut, les terriens, c'est qu'en fait, nous sommes sur une île, mais on ne s'en rend pas compte. On n'est pas entouré d'eau, mais on est entouré d'espace. Et on continue à agir, à penser, à se projeter comme si nous étions dans un monde infini, aux capacités infinies. Et le XXIe siècle doit acter urgemment qu'il y a deux paramètres qui doivent flécher, conditionner, concentrer notre génie, nos économies, nos investissements, la rareté de nos ressources et la vulnérabilité de nos écosystèmes. Ça, ce sont deux paramètres que nous n'avions pas vu venir au siècle précédent. Nous étions concentrés à juste titre sur l'épanouissement du genre humain, sur le social. Mais le social et l'environnemental sont intimement liés. La réduction des inégalités et la protection de la nature ne sont pas des options, ce sont des conditions de notre liberté absolue. Comprenons que l'enjeu climatique, c'est la pierre angulaire de la justice sociale et de la dignité humaine. Je dis souvent dans mon propre pays ou dans les pays qui ont une responsabilité historique dans la situation climatique, attention. Attention parce que les conséquences de la crise climatique risquent de provoquer dans le monde l'ultime injustice. Pourquoi l'ultime injustice? Parce qu'elle frappe prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas profité d'un mode de développement qui parfois, je le dis avec beaucoup de nuances, s'est fait à leur détriment et dont ils subissent les conséquences. Et dans un monde qui est déjà tendu, semé d'incompréhension, de division, attention que les conséquences du changement climatique ne soient pas l'ultime étincelle qui achève de creuser ces fossés. Et donc c'est un moment important, c'est un moment de vérité. Paris doit être un moment de vérité. J'espère que ça sera un moment de vérité, que vous serez un moment de mise en action des engagements qui ont été faits à Paris. Ça serait le scénario magnifique. Un moment de vérité, c'est qu'il faut cesser, contrairement à ce que je suis en train de faire, de parler. Il faut agir. Il faut que les mots aient un sens. Si nous sommes effectivement à un carrefour aussi important, si maintenant que j'entends des responsables politiques de haut niveau reprendre des mots que certains s'égosillaient à tenter de faire admettre depuis des décennies, puisque l'on parle de l'avenir de l'humanité, il faut que les mots aient un sens. Si c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en train de se déterminer, on peut peut-être se mettre en situation de casser les codes, se mettre en situation, pardon, de guerre contre le climat, ou de guerre contre notre propre folie, de guerre contre la réduction des inégalités, parce que l'enjeu climatique ajoute de l'inégalité à l'inégalité, de la souffrance à la souffrance, de l'injustice à l'injustice. Quand j'étais avec notre président, il y a de cela quelques semaines, aux Philippines, à mon initiative, pourquoi j'ai souhaité que nous allions aux Philippines dans le premier déplacement présidentiel du pays qui va accueillir la conférence climat? Simplement parce que je voulais rappeler au monde, mais y compris à mon propre gouvernement, que la crise climatique est déjà une tragédie au quotidien pour des centaines de milliers de personnes, et même pour des millions de personnes. Qui sait que chaque année,
ce sont entre 20 et 30 millions de personnes qui sont obligées de se déplacer à cause des changements climatiques, 3 fois plus que le climat. Qui a pu voir les visages des hommes et des femmes et des enfants que j'ai vus à Guyane, aux Philippines, qui se sont pris, entre autres, plusieurs typhons avec des vents à plus de 300 km/h et des vagues de 8 mètres de hauteur qui sont rentrées à l'intérieur des terres sur une distance de 2 km. Pour ceux qui ont survécu, je ne parle même pas de ceux qui, évidemment, n'ont pas survécu, mais à chaque fois, ils descendent d'un cran dans leur capacité de résilience. Les pêcheurs de Guyane ont vu leur matériel de pêche dévasté, les paysans ont vu leurs terres submergées par des eaux salées. Et qu'est-ce qu'il leur reste demain pour rebondir? Rien. Donc c'est un enjeu de solidarité majeur. Quand je dis majeur, c'est que donner l'illusion que l'on pourra traiter ça à la marge, que l'on pourra continuer un modèle économique et énergétique à l'identique, avec quelques accommodements, quelques corrections. Moi, c'est une mystification à laquelle je ne veux pas adhérer. Il faut changer profondément notre système, notre vision. Mais est-ce qu'on doit s'en effrayer? Moi, je crois qu'on peut s'en réjouir. Il y a un monde à réinventer. Et ce monde est déjà en gestation. Certains jours, je l'entends pousser. Vous voyez, il y a cette jolie phrase qui dit que dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas les milliers d'arbres qui poussent. Ils sont en train de pousser ici au Maroc, chez nous dans les territoires, aux États-Unis, en Chine, mais il faut libérer de l'espace à cette innovation. Il faut fixer un cap, il faut fixer un horizon, il faut avoir une vision commune, il faut mutualiser nos intelligences, passer d'un modèle économique qui a été et qui est toujours basé sur une forme de compétition, qui fait que ce que l'on gagne ici, on en prive d'autres là-bas, d'une mondialisation qui est basée sur le libre-échange alors qu'on devrait la baser sur le juste échange, d'un modèle économique qui a été basé sur la prédation des ressources alors qu'il devrait être basé sur la protection des ressources, d'un modèle économique qui devrait revenir à l'origine même du mot économie, économiser. D'ailleurs, dans toutes les religions, on nous rappelle à l'ordre, soyez économes de la nature. L'avons-nous été? Non, nous ne l'avons pas été. C'est tout ça qui va se jouer dans les temps qui viennent, cet enjeu sublime. On peut réenchanter le monde, mais il faut changer de regard, changer nous-mêmes. Moi, je ne m'exclus pas de cela, je l'ai dit souvent, je ne suis pas né écologiste. Le suis-je devenu? Je n'en suis pas encore totalement certain. Mais Gandhi le disait bien, si on veut changer le monde, nous devons changer nous-mêmes, parce que le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais, disait-il, pas pour la cupidité de tous. Et donc, on me dit souvent, êtes-vous optimiste pour la conférence de Paris? Et en plaisantant, je dis, ça dépend à quelle heure de la journée vous me rencontrez. Ça dépend de ce qui s'est passé la veille, ça dépend de l'interlocuteur que j'ai pu rencontrer. Je suis lucide sur la difficulté. Lucide sur la difficulté du processus lui-même. Certains ont conscience ici que quand déjà vous devez réunir une réunion de copropriétaires à 4 pour décider qui va payer pour ravaler la façade de l'immeuble, ça se termine rarement autour d'un thé vert. Mais quand vous devez réunir 195 États pour leur suggérer de renoncer à exploiter 70% des énergies fossiles que nous avons encore facilement accessibles sous les pieds, chacun peut comprendre que l'exercice est périlleux. Je dis ça parce que il faut appeler un chat un chat. Si on veut avoir une petite chance de réaliser les objectifs de la conférence de Paris auxquels je vais revenir tout de suite, il n'y aura pas d'autre solution que de renoncer à exploiter 70% des réserves d'énergie fossile que l'humanité a facilement accessibles sous les pieds. Réunir 195 États, une gageure, et ça n'est pas parce que c'est la France qui accueille la conférence que nous allons spontanément réussir là où d'autres ont échoué. D'autant plus que, pour avoir fait non pas le tour des 195 États, mais d'une bonne partie d'entre eux,
je sens poindre une sincère volonté. D'abord parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces 195 États ne conteste la responsabilité humaine des changements climatiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Vous aviez encore ce qui s'exprimait, pas simplement à travers des groupes isolés, mais même au niveau des responsables politiques, qu'on appelle le climato-scepticisme. Globalement, il est résorbé au niveau des États, personne ne le conteste, avec ce danger que ce climato-scepticisme se transforme en climato-fatalisme. Chaque État est dans une disposition, mais interprète d'une manière propre une notion des Nations Unies que l'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Dit autrement, chacun m'explique avec beaucoup de sincérité, de conviction et de vérité combien cet enjeu est majeur, mais combien sa responsabilité est moindre que son voisin, combien sa capacité ou sa situation est moins favorable que son voisin ou qu'un autre partenaire pour participer à l'effort. Et quand vous prenez isolément les arguments des 195 États, ils ont tous raison. Quand vous les prenez collectivement, c'est une attitude suicidaire. Et moi, entre autres, mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun comprenne que son intérêt propre, c'est d'en faire le maximum, en fonction, évidemment, de sa situation sociale, économique, humanitaire. Ce qui différencie aussi le contexte 2015 par rapport au contexte précédent, c'est que malheureusement, notre meilleur allié, ce sont les événements eux-mêmes. Il y a un principe que chacun connaît ici, c'est le principe de réalité. Vous pouvez tourner le dos à la réalité, mais à un moment ou à un autre, elle vous rattrape. Que nous avaient dit les experts scientifiques au début du processus des Nations Unies, il y a un peu plus de 20 ans, et notamment les premiers rapports du GIEC. Ils nous avaient dit les premières manifestations des changements climatiques, vous pourrez les décrypter dans la multiplication et l'intensification de ce que l'on appelle les extrêmes climatiques. Et force est de constater qu'aucun territoire, alors peut-être pas de la même manière, pas d'une manière aussi spectaculaire, n'échappe à la manifestation et l'intensification des événements climatiques, que ce soit l'accélération de la désertification, la multiplication de phénomènes météorologiques qui font ouragans, submersion, sécheresse, incendie, que sais-je encore. Donc cette réalité frappe, mais coûte. Je cite souvent l'exemple des États-Unis. En 1980, le coût des catastrophes naturelles était de 2 ou 3 milliards de dollars. Dans ce pays, pourtant pas forcément démuni. En 2000, on était passé à 14 milliards de dollars. Et en 2012, rien que pour l'ouragan Sandy, on est à 200 milliards de dollars. Et pour la sécheresse dans le New Jersey, vous pouvez rajouter 200 milliards. Donc pour ceux qui éventuellement raisonnent d'abord par le critère économique, on sait aujourd'hui que le changement climatique ou la pollution atmosphérique pèse pour beaucoup dans le PIB mondial. Mais surtout, chacun a intégré, et notamment pour revenir aussi aux États-Unis, que l'enjeu climatique, c'est un enjeu géopolitique de stabilité ou d'instabilité selon que l'on laisse les événements se dérouler ou nous échapper. Quel est l'objectif de Paris? Et je souhaite le rappeler ici, au-delà de la dimension que j'ai essayé de vous transmettre ici. C'est un objectif qui a été fixé non pas par la France, non pas simplement par les Nations Unies, mais il est bon de le rappeler, par les 195 États qui vont venir à Paris, qui se sont fixés cet objectif dans des conférences précédentes, et notamment dans la conférence de Durban. L'objectif de Paris, c'est d'avoir un accord global, juridiquement contraignant, et que cet accord mette l'humanité sur une trajectoire de réchauffement climatique qui soit en deçà de 2 degrés d'élévation de température par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est très important de s'attarder quelques secondes sur cet objectif pour comprendre la réalité et la rationalité. Ce que nous disent tous les modèles scientifiques et qui est confirmé par des institutions autres que le GIEC, le FMI, la Banque mondiale
et bien d'autres organismes, scientifiques ou non scientifiques. C'est que si on laisse la température du globe s'élever au-delà de 2 degrés en cours de siècle, quoi que nous fassions après, quelle que soit notre détermination, notre puissance de feu, notre économie, notre science, notre technologie, nous serons en incapacité d'enrayer le réchauffement climatique. Donc, dit autrement, pour la première fois, nous rentrons dans un phénomène irréversible, aux conséquences qui le seront tout autant. Comprenons bien que l'enjeu climatique est un facteur multi-aggravant. Il accélère l'érosion de la biodiversité qui, croyez-moi, n'en avait pas besoin. Il accélère la pression sur le stress hydrique qui, vous êtes bien placé au Maroc, n'en avait pas besoin. Il accélère la baisse des rendements agricoles qui, vous êtes bien placé également ici, mais chez nous aussi, n'en avait pas besoin. Il ouvre des zones d'expansion sur des épidémies ou sur des épizooties qui n'en avaient pas besoin également. Et je pourrais multiplier les effets à foison. Mais c'est surtout, en voie de conséquence, un facteur supplémentaire de tension et de conflit dans un monde qui, au passage non plus, n'en avait pas besoin parce que nous avons une certaine propension à nous affronter parfois pour des choses essentielles, mais reconnaissons aussi que l'humanité est forte en termes d'imagination pour se dresser les uns contre les autres pour des choses qui ne me semblent pas forcément appartenir au domaine vital. Mais regardons simplement sur 3 événements que nous avons suivis ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé au Darfour? C'est bien à l'origine du conflit du Darfour un basculement climatique dans cette région sahélienne qui a contraint des éleveurs de chameaux nomades à quitter une région parce que tout d'un coup le peu de pâturage qu'ils avaient pour leurs bêtes n'était plus suffisant et à rentrer en compétition avec des pasteurs, eux, sédentaires. C'est bien ce facteur-là qui a mis le feu aux poudres. Qu'est-ce qui s'est passé également en Syrie, pour parler d'un autre conflit? C'est bien parce que dans le nord-est de la Syrie, il y avait un phénomène de désertification qui a été accéléré par les changements climatiques, qui a eu pour effet que 80% des rendements agricoles ont chuté, les rendements agricoles, pardon, ont chuté de 80%, et que les troupeaux ont été décimés de 50%, et ça a condamné à l'exode plus d'1,5 million de personnes. Je ne dis pas que ce sont les changements climatiques qui ont provoqué le conflit syrien, je dis simplement que c'est un facteur aggravant, et si vous regardez ce qui s'est passé au Nigeria ou au Tchad, vous verrez aussi qu'à l'origine de tout ce qui s'est passé là-bas, c'est un enjeu climatique, ou en tout cas un paramètre climatique, qui a probablement mis le feu aux poudres. Et puis, simplement, si on regarde, nous, les Européens, si enfin d'ailleurs, on veut bien regarder ce qui se passe jusqu'à présent dans une forme d'indifférence au sud de l'Italie, et j'en vois encore cette semaine des démonstrations absolument insoutenables. Et si on regardait, on déroulait le fil de l'histoire de chaque homme, femme ou enfant qui vient se perdre dans cette Méditerranée, je pense que l'on trouverait beaucoup d'histoires qui sont liées à la désertification. Donc tout ça pour expliquer que l'Europe doit comprendre, entre autres, que son sort est lié à celui de l'Afrique. Mais l'humanité doit comprendre aussi que chaque pays est lié au destin de l'autre. Et c'est donc cette occasion que nous devons saisir pour nous rassembler, pour nous retrouver, pour unir nos économies, pour unir nos technologies, pour unir notre intelligence, pour partager une vision. Mais surtout peut-être pour réussir quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore réussi, contrairement à ce que nous pensions, pour redonner du sens au progrès. Parce qu'en réalité, je pense que la crise la plus profonde que nous traversons, c'est une crise de sens. Alors vous allez me dire, comment on va la traiter à Paris, cette crise de sens? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des instruments pour la traiter. Enfin, les hommes politiques peuvent fixer une trajectoire, un horizon. Mais au-delà de cette crise de sens, il va falloir quand même que, à Paris, au-delà des intentions,
au-delà des objectifs qui, je l'espère, seront actés, on se fixe un certain nombre d'instruments qui vont nous permettre très concrètement, très efficacement, de rentrer et de faire face à l'enjeu climatique. Et très rapidement, pour être maintenant un peu plus concret, je voudrais essayer de noncer quelques-uns des instruments qui, de mon point de vue, me semblent incontournables et sans lesquels tout objectif pourra être mis en doute dans notre capacité à les réaliser. La première chose, c'est que la première obligation que la conférence de Paris doit réaliser, et il serait mieux que cette obligation soit réalisée en amont de la conférence de Paris, c'est de faire la démonstration aux pays les plus vulnérables de la capacité des États les plus émetteurs à les aider à s'adapter. L'adaptation est au cœur du succès de la conférence de Paris. Et si l'on veut pouvoir aider les pays les plus vulnérables qui, quoi qu'il arrive, sont déjà impactés par les changements climatiques, ça n'est pas simplement en énonçant des sommes aussi fortes soient-elles, c'est en expliquant avec quel type d'instruments financiers nous allons honorer ces promesses. Et donc le sujet des financements innovants, pour moi, est un sujet essentiel. Et le message que je passe en général aux responsables que je rencontre, c'est que si nous restons dans l'orthodoxie financière, nous n'arriverons pas à honorer ces engagements. La deuxième chose, c'est que peut-être que nous serons dans les intentions sur la trajectoire en dessous des 2 degrés, qui signifiera que nous allons tendre vers une neutralité carbone, qui va obliger certains États à diviser par 2, par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre, qui va simplement obliger l'humanité à rentrer dans une trajectoire d'économie décarbonée. Parce que, considérons bien les choses telles qu'elles sont, l'ennemi du climat, ce sont les énergies fossiles, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Donc, le premier objectif qu'on doit se fixer, c'est de sortir progressivement, mais radicalement, des énergies fossiles. Et donc de sortir d'une schizophrénie que nous entretenons en permanence, et donc d'une forme de mystification, de cesser d'allouer chaque année au niveau international des centaines, voire, selon le FMI la semaine dernière, des milliers de milliards de dollars que nous accordons en permanence en subventions, en exonération, en défiscalisation aux énergies fossiles. Et donc, si l'humanité ne se met pas dans une situation progressivement de réduire ses subventions et de les basculer à un modèle économique bas carbone, tous les engagements que nous prendrons resteront vains. L'autre outil auquel les États devront s'engager, c'est de donner enfin collectivement, et en tout cas pour les pays les plus émetteurs, et je pense principalement à 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre et qui se retrouveront en Turquie 15 jours avant la conférence de Paris lors du G20, et que si ces 15 pays s'engageaient collectivement à donner enfin un prix au carbone, parce que comment voulez-vous rentrer dans un investissement massif sur une économie bas carbone tant que vous ne donnez pas un avantage compétitif aux investissements bas carbone? Et si j'insiste sur ces outils-là qui ne sont pas forcément les plus agréables à énoncer, c'est qu'aucun économiste qui digne de ce nom et qui se soit penché sur la réalité du changement climatique ne vous dira autre chose que la pierre de Rosette pour rentrer dans la transition énergétique et le modèle économique et énergétique bas carbone, c'est le prix du carbone. C'est à ces conditions, et à ces conditions uniquement, que nous pourrons nous mettre dans une situation de réaliser nos objectifs climatiques. Voilà la vérité qui doit être abordée en amont de la conférence de Paris. Évidemment, les États les plus émetteurs doivent assumer, non pas pour s'en culpabiliser, mais pour s'en responsabiliser, leur responsabilité historique, ce qui ne doit pas exonérer les autres États, comme le Maroc va le faire demain, de leur propre contribution. Mais, au risque de me répéter, Paris est un moment déterminant où on peut réenchanter le monde
en partageant cette vision, en érigeant, transformant un moment d'intelligence collective à un moment d'ambition collective. Ça peut être aussi un moment de désenchantement. Ça peut être aussi un moment où on commence à changer de paradigme. Et on peut aussi faire un rêve. Et je voudrais terminer par cela. Pour répondre aux enjeux climatiques, il va y avoir besoin d'instruments institutionnels. J'espère d'ailleurs que nous adapterons nos institutions aux enjeux climatiques, aux enjeux universels. Moi, je plaide depuis longtemps pour qu'on adosse à côté de l'Organisation mondiale du commerce une organisation mondiale de l'environnement qui prenne en charge la gestion des biens communs. Il paraît insensé que nous n'ayons pas cette institution. Nous aurons besoin effectivement d'outils normatifs comme le prix du carbone. Nous aurons besoin de développer massivement l'efficacité énergétique, de nouveaux modes de production agricole, de réhabiliter les écosystèmes, de réhabiliter des terres, de reforester, pour restituer et réhabiliter tous les services gratuits que la nature nous rendait jusque-là. Mais on aura besoin, et le Maroc s'y est déjà engagé, de développer massivement les énergies renouvelables. Et je voudrais dire juste un petit mot sur les énergies renouvelables, et je terminerai là-dessus. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on a douté de la capacité des énergies renouvelables à répondre aux besoins énergétiques de la planète. En plus, pendant longtemps, très sincèrement, on y a été à tâtons. Qu'avions-nous besoin d'investir dans ces moulins à vent, dans ces panneaux solaires un peu archaïques, alors qu'on avait abondance d'énergie fossile, et puis éventuellement d'autres technologies plus controversées, enfin qui paraissaient prometteuses, notamment comme l'énergie nucléaire. Maintenant que chacun a compris quand même que les énergies renouvelables peuvent peut-être faire partie de la solution, le génie humain, qui a cette spécificité, quand il a bien intégré la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition. Nous avons été très longtemps à la préhistoire des énergies renouvelables. Et moi, je veux simplement témoigner ici, pour l'avoir vu dans toutes les régions du monde, au Maroc, aux États-Unis, à Abu Dhabi, où j'étais il y a quelques jours, et dans d'autres territoires. Il y a une révolution qui est en train de se mettre en marche sur les énergies renouvelables. Et on va avoir, et on a déjà eu, des sauts technologiques absolument incroyables. Et l'humanité sera en capacité de répondre à ces besoins de production électrique et probablement à terme de production énergétique, principalement, voire exclusivement, à partir des énergies renouvelables. Et si je dis ça, c'est parce que je voudrais qu'on imagine la double conséquence si effectivement nous arrivons un jour, notamment, à capter ne serait-ce qu'un 8/1000 de l'énergie solaire qui nous tombe tous les jours dessus, alors que nous n'en avons besoin que d'un 8/1000, associé à l'énergie du vent, à l'énergie des océans qui a été particulièrement peu exploitée jusqu'ici et qui est un gisement absolument incroyable, la géothermie, l'hydraulique et la biomasse. Tout cela combiné avec des réseaux intelligents, avec la gestion informatique, plus l'efficacité énergétique, à quoi peut ressembler le modèle énergétique de demain? Chaque pays, à commencer par le vôtre, et je l'espère par le mien, va être en capacité de produire sa propre énergie à l'intérieur de ses frontières, à partir de sources d'énergie qui, à terme, seront des énergies gratuites. Le vent est gratuit, le soleil est gratuit, la houle est gratuite, la puissance de l'eau est gratuite, la géothermie est gratuite. Imaginez que chaque État ait acquis son autonomie énergétique à partir en plus de sources d'énergie propres, donc qui vont permettre de rétablir les grands équilibres climatiques. Est-ce que vous voyez les conséquences géopolitiques de ce schéma-là, qui va nous être rendu indispensable et incontournable à cause de la pression climatique? Dit autrement, est-ce que il ne vous a pas échappé à vous, les observateurs, à quoi étaient liés directement ou indirectement la plupart des conflits auxquels nous avons assisté depuis la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, si chaque pays, faible ou puissant, entre guillemets, peut être son propre producteur d'énergie, et c'est vers ça qu'il faut tendre, et c'est vers ça que notre coopération, que notre aide
doit participer à son propre producteur d'énergie, vous rétablissez l'équité du monde. Il n'y a plus de grands ou de petits États, il n'y a plus que des nations qui vont pouvoir se regarder droit dans les yeux. Et c'est autant de facteurs d'instabilité, de conflits, de tensions que vous allez soustraire. Et c'est bien pour ça que, pour revenir à mon introduction et donc pour conclure, l'enjeu climatique, c'est une menace autant qu'une opportunité, et c'est à nous de décider ce que nous allons en faire. Merci, cher Nicolas, pour cet exposé qui nous interpelle tous sur les enjeux du climat et ses conséquences sur l'avenir de l'humanité, ainsi que les injustices et fractures sociales que cela peut induire. Sans tarder, je sais que on regarde pour que je maintienne le temps. Je vais passer la parole à la salle et voir s'il y a des questions. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, à droite. Nicolas, je vous remercie pour je vous félicite pour votre exposé. Et avant de poser ma question, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle à vous et à toute l'assistance. Parce qu'à la suite de notre rencontre d'avant-hier à l'ambassade, ce week-end, nous avons constitué l'Alliance nationale des associations pour le changement climatique qui est ouverte à tout le monde. Elle regroupe 40 réseaux d'associations. Alors, ma question, je suis vraiment sincèrement très convaincu par les objectifs de la COP21, notamment en termes d'atténuation et en termes également de financement. Mais je voudrais vous demander, est-ce que l'accord qui est intervenu entre les États-Unis et la Chine contient cet aspect de contrainte juridique? Parlez-nous un petit peu de cet accord et de cet aspect de contrainte. Je vous remercie. D'abord, me réjouir que notre rencontre à l'ambassade de France ait pu provoquer ou accélérer cette alliance à laquelle je vous invite évidemment de continuer, parce que ce que nous nous étions dit, il faut absolument que vous installiez, et je m'en ferai le relais, je m'en suis fait le relais auprès du ministre de l'Éducation encore hier soir, je m'en ferai le relais auprès de votre chef de gouvernement dans 3 quarts d'heure, un véritable dialogue construit, structuré, régulier entre les ONG et les autorités. C'est ce que nous avons réussi à faire, pas sans mal, en France, à l'issue du pacte écologique et du Grenelle de l'environnement. Mais ce dialogue, en réalité, est productif tant pour les autorités que pour les ONG. Et évidemment, si vous êtes unis, ça sera d'autant plus facile pour installer ce dialogue, pas simplement pour être reçu, mais je l'espère également pour être écouté. La Chine et les États-Unis, qui, comme vous le savez, représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre, avec d'un côté la Chine qui vient de dépasser en volume absolu les États-Unis en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais reconnaissons que par habitant, les États-Unis émettent encore 4 fois plus que les Chinois en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais enfin, vous avez là 2 contributeurs qui, évidemment, détiennent une bonne partie des clés d'une réussite de la conférence de Paris. Pour l'instant, les engagements de ces 2 pays, que ce soit la Chine, qui a prévu un pic d'émissions à 2025, si je ne me trompe pas, et les États-Unis, qui ont prévu leur propre ambition, ne sont pas, ni l'un ni l'autre, me semble-t-il, à ce stade, à la hauteur de l'objectif de Paris d'être en dessous des 2 degrés. Mais ça fait partie aussi, pardon d'employer l'expression, du jeu des négociations. Chacun ne met pas immédiatement tout de suite sur la table des négociations cette contribution définitive.
Et donc, il faut espérer que pour ces pays, mais je dirais même pour d'autres, toutes ces ambitions soient rehaussées avant la conférence de Paris, pour qu'on soit évidemment sur la trajectoire de degrés. Nous aurons une photographie complète des contributions nationales, qu'on appelle les INDC, au mois de septembre, puisque c'est la date butoir. Probablement que nous saurons à cet instant-là que la somme de ces contributions, de ces engagements nationaux, ne seront pas suffisants, et c'est là que la diplomatie onusienne, mais la diplomatie mondiale, à laquelle d'ailleurs je demanderai au Maroc de nous aider dans ces relations qu'elle peut avoir avec quelques grands émergents, devra se mettre en branle pour essayer de rehausser la barre. Donc tout n'est pas dit, mais juste pour ces deux pays, et après je vais répondre à la forme juridique, l'état d'esprit de ces deux pays est bien différent de celui qui les animait au moment de la conférence de Copenhague, pour les raisons évoquées concernant les États-Unis, puisqu'ils sont maintenant impactés sur un plan économique par les conséquences des changements climatiques qui pèsent lourd dans leur PIB. Dans le même temps, notamment dans les États de la côte ouest des États-Unis, l'opportunité économique pour résoudre les changements climatiques leur paraît assez évident, donc ils ont bien compris qu'il valait mieux investir en amont et que les règles soient établies le plus tôt possible. Et puis j'ajoute à cela que les plus climato-conscients aux États-Unis, ce sont les stratèges militaires qui ont conscience de l'importance comme facteur d'instabilité des conséquences en chaîne et en cascade des changements climatiques. Côté chinois, les choses ont évolué aussi. Là aussi, sous principe de réalité, les Chinois ne sont pas rentrés dans l'enjeu climatique forcément pour le climat, mais par le biais de la pollution. Vous savez qu'en Chine, ça coûte une grande partie, je pense que c'est 2 ou 3% du PIB, sur les conséquences sanitaires et économiques de la pollution atmosphérique. Et donc, les Chinois et les autorités chinoises sont en situation d'état d'esprit de crainte légitime, de manifestation de masse des classes moyennes à cause des conséquences de la pollution. Et la pollution atmosphérique en Chine, évidemment, trouve ses origines dans les mêmes causes qui provoquent les changements climatiques. Donc, ils ont planifié, dans tous les plénums chinois, avec ce qu'on appelle une notion de civilisation écologique, qui est nouveau dans le vocabulaire chinois, un certain nombre d'objectifs. Et au passage, notons que notamment dans le développement des énergies renouvelables, la Chine va beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait prévu, ayant en 2012 dépassé ses objectifs de 2020. Et je cite souvent cet exemple qu'il faut prendre avec prudence, mais pour vous donner un peu la puissance de feu. En 2012, la Chine a développé, en termes de capacité de production d'énergie renouvelable, l'équivalent de notre capacité de production nucléaire française. Donc c'est vous dire qu'ils vont excessivement vite. Maintenant, sur la forme juridique de l'accord, parce que ça c'est un point d'achoppement, nous savons d'ores et déjà que le Congrès américain ne ratifiera pas un traité international qui pourrait être pris à Paris. Laurent Fabius et le ministère des Affaires étrangères et également les Nations Unies travaillent évidemment, les juristes, sur la forme juridique de l'accord pour que nous n'achoppions pas simplement sur une rigidité de cet accord. Je ne suis pas juriste moi-même et pas familier du droit, mais les États-Unis, pour ne parler que d'eux, peuvent prendre un engagement international. Et le président Obama, s'il le souhaitait, peut le mettre en œuvre sans forcément passer par la ratification du Congrès. Il y a des précédents juridiques qui l'y autorisent. Ça m'a été expliqué, non pas dans le détail, mais grossièrement, notamment par l'ancien vice-président Al Gore. Donc c'est simplement une question de volonté. Moi, j'ose espérer que le président Obama, qui évidemment détient une bonne partie des clés, je dirais même des clés psychologiques, qui a au niveau des mots, des discours, franchement, on n'a plus rien à lui demander. Maintenant, là aussi, il en vaut pour lui comme pour beaucoup, il va falloir voir si ces mots sont suivis des faits. Et nous avons quelques raisons d'espérer, quelques raisons de désespérer. De désespérer tant que la perspective de l'utilisation et de l'exploitation de ressources d'énergie fossiles dans les zones arctiques libérées par les changements climatiques reste ouverte. Ça ne me paraît pas forcément un très bon signal.
le président Obama n'a toujours pas tranché sur le fameux pipeline Keystone qui doit amener du gaz du Canada aux États-Unis. Donc, on verra dans les mois qui viennent. J'ose espérer que le président Obama rentrera dans l'histoire parce qu'il se sera opposé à une forme de fatalité, mais les choses ne sont pas faites. Donc voilà, nous attendons beaucoup de ces pays, nous savons qu'ils discutent de manière bilatérale. La France, notamment avec la Chine, le président français ira à Pékin au mois d'octobre prochain, et je sais que l'ordre du jour de ce déplacement sera prioritairement consacré au climat. Merci. On a une question au fond, à gauche. Je vous présente. Bonjour, merci pour cette conférence. Lynn Gillin, étudiante à l'École nationale d'architecture. Et je vais commencer par une phrase très importante qui a fait partie de votre discours. Nous avons les clés en main. Sauf que nous ne sommes pas une masse. Et même la conscience collective ne veut pas dire la décision collective. La décision dépend toujours de la force du pays, même si vous avez précisé que vous avez évité de cette notion de pays fort, pays faible, et c'est compréhensible, mais c'est le cas. La décision dépend toujours de la force de ce pays. Vous avez bien posé le doigt sur l'essence du problème quand vous avez parlé de l'autonomie énergétique. Alors pourquoi un pays fort, par son accès à l'énergie, par sa puissance économique et par son accès illimité à ces énergies, pourrait laisser l'occasion à d'autres pays d'avoir une autonomie énergétique et d'accéder à des énergies plus gratuites. Et alors c'est une décision politique très dangereuse. Ma question est comment vous pouvez avoir un discours qui peut convaincre ce type de pays, ces pays, à prendre une telle décision et à sacrifier leur avantage par rapport aux autres pays. La pauvreté, l'inégalité et l'accès à l'énergie est un instrument ou de sortie de pauvreté ou d'égalité, ou au contraire le non-accès à l'énergie ou la dépendance à l'énergie est un point d'inégalité et un point de renforcement de la pauvreté. La pauvreté, l'inégalité, où qu'elle soit, menace la liberté et la prospérité de tous sur la planète. Chacun doit le comprendre. L'idée que dans un monde d'hier, chacun pouvait penser son destin séparément des autres est une idée révolue. Nous sommes dans un monde qui est connecté. On l'a voulu. Nous sommes reliés par Internet, par la télévision, par la mobilité. Nous sommes reliés dans notre destin. Et donc, dit autrement, l'Europe, les États-Unis, l'Occident doit cesser, et je pense qu'ils commencent à le comprendre, d'imaginer qu'ils peuvent se développer sans se soucier de savoir ce qui va se passer dans les pays du Sud. Donc, la démonstration est en train de se faire, en tout cas moi je le suis convaincu depuis longtemps, que notre destin et le vôtre sont intimement liés. Donc si on ne vous donne pas, on ne vous aide pas sous une forme ou sous une autre, financement, transfert de technologie, possibilité de vous épanouir, de vous développer, notamment par l'accès à l'énergie, avec évidemment, et ça vaut aussi dans les modes de production agricole, cette notion et cet impératif d'autonomie. Ce dont les pays du Sud ont besoin, ce n'est pas d'être dépendants en matière agricole de grands semenciers. Ce dont les pays du Sud ont besoin, ce n'est pas d'être dépendants de technologies particulièrement compliquées ou d'être endettés jusqu'à la fin des jours pour s'équiper des technologies propres. Ils ont besoin, évidemment, qu'on leur donne des instruments financiers facilement accessibles. Et donc, on revient d'ailleurs à cette obligation d'ériger des instruments de financement qui rendent l'accès à cette technologie à la portée de tous les États, quelle que soit leur situation économique. Donc voilà, la question ne se pose pas, en tout cas de mon point de vue, moi je ne fais simplement que relayer les choses, je dirais les choses très cyniquement. Si l'Occident
ne fait pas ça pour les pays du Sud, il faut qu'il le fasse pour eux. Parce que, encore une fois, nous avons une communauté de destin avec les pays du Sud. Et je pense que les événements, nous en font la démonstration tous les jours. Voilà. Donc ce temps où chacun pouvait penser séparément des autres, ce temps, encore une fois, est révolu. Voilà. Nous n'aurons aucun argument si nous laissons la désertification, si nous laissons la pauvreté, si nous laissons les inégalités se cumuler. Aucun argument moraux, éthique et j'allais dire même juridique pour enrayer une exode qui sera légitime. Voilà. Donc ma réponse elle est très simple. Nous n'avons pas d'autre choix que de permettre aux pays les plus vulnérables d'accéder notamment facilement et aisément à ces technologies ou à ces modes de production agricole. Une dernière question dit. Alors bonjour, Slamy Sofia, étudiante en master droit des affaires et fiscalité. Alors ma question elle est toute simple. Pensez-vous qu'il y a un avant et un après Rio 92? Pensez-vous que la notion de développement durable a bien été intégrée dans la politique interne des pays qui étaient présents à Rio 92? Donc voilà la dernière question au fond après. Oui, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après dans la prise de conscience de la fragilité de nos écosystèmes, du phénomène lui-même des changements climatiques. Pour autant, on n'a pas encore, comme on dit, switché. Vous savez, Bossuet disait « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. » Donc on est un peu à ce stade où on s'effraie des changements climatiques, mais on n'est pas encore forcément en situation de remise en cause du modèle qui nous a menés dans cette situation-là. On n'est pas encore en situation de se dire il faut qu'on érige un nouveau modèle économique, un nouveau modèle énergétique. Quand je disais tout à l'heure qu'il va falloir renoncer à 70% des énergies fossiles, je dis on, c'est la communauté internationale, je ne suis pas certain que tout le monde ait bien intégré cette condition. Voilà. Certains pensent qu'on peut continuer comme avant en se fixant quelques objectifs. Donc on n'est pas encore au temps de la cohérence, mais c'est normal. C'est une révision, une révolution culturelle, une révolution économique. Donc ça prend du temps par définition. Mais Victor Hugo disait, le progrès c'est la révolution faite à l'amiable. Mais il faut profiter du temps, on peut encore la faire à l'amiable cette révolution. Et ce temps nous est compté. Le mot développement durable peut être une forme d'oxymore aussi. Parce que développer, c'est développer, se développer, se développer, sauf que dans un monde fini, à un moment ou à un autre, comme disent les mathématiciens, vous passez par un optimum et après c'est le déclin. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière le mot développement durable? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot croissance verte? Très important. Vous savez, vous avez un économiste américain qui s'appelle Tim Jackson. Je vous invite à lire son livre qui s'appelle Prospérité sans croissance. Et c'est à ça aussi qu'on est condamné. C'est comment prospérer sans croître. Comment développer de l'économie sans épuiser nos ressources naturelles ou nos matières premières sur lesquelles s'est constitué historiquement le modèle économique dominant. La notion de rareté dont je vous parlais tout à l'heure, pour l'instant on ne l'a pas actée. On continue à penser que nous sommes dans l'abondance, mais si nous entêtons les pays du Nord et amplifiés par les pays émergents et les pays en voie de développement de manière totalement légitime sur un modèle économique qui épuise les stocks, mais nous allons sortir de ce siècle avec 90% des matières premières, pas simplement des ressources naturelles, qui seront épuisées. Donc tout ça pour répondre, je ne veux pas être trop long à votre question, la conscience progresse, mais on n'est pas encore dans la cohérence. Voilà. On n'est pas encore dans la cohérence, on ne remet pas en cause certains investissements, et j'en veux pour preuve, si demain les 15 pays les plus émetteurs s'engageaient progressivement à basculer leurs subventions aux énergies fossiles, là on rentrerait dans le temps de la cohérence. Peut-être prendre la dernière question au fond, parce que j'avais vu que... Bonjour, je m'appelle Mohamed Manaf Lassidi, je suis en école d'ingénieur en énergie renouvelable au sein de l'UIR.
Donc, d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au sein de notre université. Merci. Et ma question sera, vu que je suis dans le domaine un peu, quelles sont, d'après vous, les démarches à suivre pour conditionner l'exploitation des énergies fossiles et encourager l'exploitation des énergies renouvelables? Merci. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est très difficile d'orienter les investissements qui représentent des milliers de milliards de dollars chaque année vers l'énergie non fossile, alors qu'on donne tant d'avantages à l'énergie fossile. C'est très difficile pour des investisseurs, alors que vous avez un jour un baril de pétrole qui est au-dessus de 100 dollars et le lendemain un baril de pétrole qui est en dessous de 50 dollars, de se décider à sortir des énergies fossiles. Donc en économie, chacun vous expliquera qu'il faut fixer une trajectoire, une orientation, avoir une horizon bien dégagée. C'est pour ça que si vous fixez un prix au carbone, et le premier prix Nobel d'économie qui a pensé, c'était Joseph Stiglitz, mais depuis beaucoup d'économistes, y compris M. Tirole, notre propre prix Nobel, y a pensé, il faut fixer un prix au carbone qui soit un prix évolutif, qui donne aux investisseurs un signal très clair: le prix des énergies fossiles ne cessera jamais d'augmenter et ne reviendra jamais en arrière. À partir de là, vous allez basculer les investissements. Et à partir de là, vous allez rendre compétitif. Vous l'avez fait d'ailleurs au Maroc. Vous avez mis fin à des subventions qui étaient accordées à certains carburants. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet que ça a dopé justement, notamment, le développement des énergies renouvelables. Et donc, si nous avions mis ne serait-ce qu'une petite partie de tout ce que nous avons accordé aux énergies fossiles sur les énergies renouvelables, croyez-moi, déjà le coût des énergies renouvelables sans ces subventions, il faut bien le garder à l'esprit, notamment le solaire, en l'espace de 10 ans, le coût de l'énergie solaire a été divisé par 2 à l'échelle du monde. En même temps que l'efficacité énergétique de ces énergies, entre l'énergie captée et l'énergie restituée, n'a cessé d'augmenter. Si vous basculez cet argent progressivement sur la transition énergétique, et on peut aller excessivement vite. Voilà. Mais alors évidemment, c'est facile à dire ici, dans cette université, à Rabat, parce que je n'ai pas en face de moi le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite. Évidemment, c'est plus compliqué de le convaincre de s'engager dans cela. C'est plus compliqué pour un pays comme le Canada qui a vu son économie dopée par l'utilisation massive des énergies fossiles non conventionnelles. Mais vous savez, chacun peut comprendre que la question ne se pose pas de savoir si on va passer dans une économie bas carbone ou même décarbonée. La seule question, c'est quand et à quel rythme. Donc l'intelligence nous oblige à anticiper là-dessus. Ceux qui investiront, comme le Maroc commence à le faire, les premiers, eh bien, seront prêts au moment où ce marché va s'ouvrir. Merci infiniment. Merci à l'assistance.